Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur la radio Passion Culturelle RPC pour votre émission littéraire, le livre en question. Toute l'équipe s'est jointe à moi, nos chroniqueuses, nos chroniqueurs, Dani Louni, Lucrèce Taïro, Félix Jasmin et Lydie Antoine. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission, le livre en question. Chaque vendredi à 21h, nous vous donnons rendez-vous sur la RPC, Radio Passion Culturelle, pour l'émission littéraire, le livre en question. Le livre en question, c'est l'espace exclusif des auteurs de livres, romans ou toute œuvre littéraire d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion pour la chose littéraire. Un petit rappel pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact @larpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76 ou plus 33 06 26 31 36 77. Par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Vous pouvez aussi nous suivre sur l'application Radio Tuning. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous allons à la découverte du journaliste, écrivain Jean-Célestin Janké et Louis Magloire Kemayou, tous deux originaires du Cameroun. Ils sont co-auteurs du livre collectif Jeunes Africains et Caribéens face à l'avenir, entre aspirations, rêves et doutes, paru chez L'Harmattan, Paris en mars 2021. Parlons de la jeunesse africaine et caribéenne. L'occasion est bonne pour nous de recevoir aussi M. Louis Magloire Kemayou, comme je le disais tantôt, journaliste et aussi co-auteur du livre Jeunes Africains et Caribéens face à l'avenir, entre aspirations, rêves et doutes. Dans le même contexte, nous serons aussi en compagnie de Mme Armelle Ngouni, promotrice du premier salon virtuel des produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer, PSAO, qui se tiendra les 26 et 27 novembre 2021, et également M. Cyril Kemeigne, chargé de communication du PSAO, premier salon virtuel des produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Nous parlerons exclusivement de cet événement inédit. Comme cela a été bien mis en exergue dans le livre L'Afrique et les Caraïbes, un destin croisé et une histoire partagée, ce premier salon virtuel PSAO, salon virtuel des produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer, vient encore plus mettre au grand jour cette réalité. Nous recevons donc en interview nos auteurs Jean-Célestin Janké et M. Louis Magloire Kemayou, et aussi M. Cyril Kemeigne et Mme Armelle Ngouni. On les écoute dans cet entretien exclusif. Vous êtes sur l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous nous retrouvons sur la RPC, Radio Passion Culturelle, basée à Issy-les-Moulineaux. Alors pour ce jour, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, nous recevons M. Jean-Célestin Janké, M. Louis Magloire Kemayou. Ils sont tous les deux co-auteurs du livre, qui ont coécrit donc le livre Jeunes Africains et Caribéens face à l'avenir, entre aspirations, rêves et doutes. Nous recevons aussi par la même occasion Madame Armelle Ngouni, Monsieur Cyril Kemeigne. Voilà, elle est présidente donc du salon virtuel, présidente d'organisation donc du salon virtuel des produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Et Monsieur Cyril Kemeigne qui est le responsable de la communication. Je ne me suis pas trompé, j'espère. Non, c'est très bien, Simplice. C'est très bien, ça va. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On espère que M. Kemayou va nous rejoindre en fil de l'émission, parce que c'est le livre en question. Donc, on va tout de suite commencer par le livre. D'abord, qui est Jeunes Africains et Caribéens face à l'avenir, entre aspirations, rêves et doutes. Et vous êtes l'initiateur de ce projet littéraire. Monsieur Jean-Célestin Janké. Alors, déjà, vous allez vous présenter, c'est que vous êtes déjà passé dans cette émission, et puis nous dire comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre.
Merci de me recevoir une fois de plus sur Radio Passion Culturelle, qui est un média très très important justement pour la promotion de la culture, de manière générale, en particulier la culture des Afro-descendants, des Africains et des Caribéens. Alors, le livre, comment est née l'idée du livre? Peut-être d'abord dire deux mots sur moi. Bon, je suis journaliste, essayiste, conférencier, et puis directeur de la communication des 72 heures de l'île de Conakry depuis maintenant une dizaine d'années. L'idée du livre m'est venue du fait que j'ai une formation d'historien et de sociologue, et que dans mes champs d'exploration et d'études avant de faire du journalisme, je me suis toujours intéressé à la question de la jeunesse, peut-être parce que je suis africain et que le continent africain est le continent le plus jeune au monde, puisque sa population, justement, est celle qui, comparée à toutes les autres populations des autres continents, est la plus jeune, avec un âge médian de la population qui varie entre 70 et 75% des moins de 25 ans. C'est rare pour être souligné, et que c'est une population qui est dynamique, qui est enthousiaste, qui a beaucoup à donner, et on trouve le même parallèle avec la population caribéenne, peut-être parce qu'il y a un continuum historique aussi entre les deux régions, les deux sous-régions, entre la région d'Afrique et la région des Caraïbes. L'idée du livre est donc venue du fait que, par le passé, j'avais déjà étudié les populations jeunes d'Afrique, et ayant un background ici d'historien, j'ai eu à comparer un peu comment les jeunesses du continent africain et celles des îles caribéennes vivent. Et c'est au bout de cette comparaison que j'ai eu envie d'étudier de manière plus approfondie et de mettre ça sur un livre. Et pour ne pas faire ça tout seul, j'ai invité à me rejoindre dans ce projet des jeunes et des moins jeunes, mais du monde entier, j'allais dire, puisqu'il y a dedans des jeunes qui viennent de France, il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui sont d'Haïti, il y en a donc vraiment un peu partout. Quand je parle de l'Afrique, c'est pas seulement l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire. Il y a dedans une Tunisienne, il y a dedans un Marocain, donc c'est aussi l'Afrique du Nord. J'ai voulu associer tout le monde un peu à ce projet parce que chaque région d'Afrique et des Caraïbes a une histoire importante à raconter, notamment parmi sa jeunesse. Justement, la question, comment s'est fait le choix, les contributeurs ou les participants, comment s'est fait le choix? Sous quels critères vous avez sélectionné ces personnes? Alors, le choix se fait d'une part par le fait que les gens s'intéressent à la question de la jeunesse. Et c'est le cas de Louis Magloire Kemayou, que j'espère qu'il va nous rejoindre d'un moment à l'autre dans cette émission. Il est là. C'est formidable s'il est là. Bonsoir, monsieur Louis Magloire Kemayou. Bonsoir. Voilà, vous êtes sur la radio Passion Culturelle, basée ici les Moulineaux. Alors, vous êtes journaliste. Peut-être vous allez encore vous présenter à nos auditeurs éventuellement et nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à participer à l'écriture de ce livre collectif. Je suis Louis Magloire Kemayou, je suis camerounais, je suis journaliste. Et la première motivation, c'est que j'ai été sollicité par celui qui a coordonné tout le travail, c'est-à-dire Jean-Célestin Edjangué, qui m'a présenté le projet, m'en a défini les enjeux. Et j'ai tout de suite adhéré parce que nous sommes sur un continent où le droit d'aînesse a un sens et où par moments ce droit d'aînesse est dévoyé également. Et je crois qu'il était important d'exprimer que la jeunesse est là, non pas seulement pour cirer les pompes des aînés, pour leur accorder le respect qui leur est dû, parce qu'on leur doit du respect, mais également pour prendre ses responsabilités, parce que c'est elle qui sera responsable de nos pays, de notre continent et de l'avenir du monde, une fois que ces adultes-là ne seront plus là. Et donc, il était hors de question pour moi de ne pas saisir cette balle que m'a envoyée Jean-Célestin Edjangué en réfléchissant à la manière dont
les jeunesses africaines et afrodescendantes peuvent contribuer à une meilleure image et à une meilleure place de notre continent sur la scène internationale dans ce contexte de mondialisation où c'est pas Césaire qui l'a dit, mais le président Senghor disait que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et donc, dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique doit proposer des choses et sa jeunesse, plus que toute autre partie de la population, doit en proposer encore plus. Donc voilà les motivations pour lesquelles je me suis joint au projet. Ok. Du coup, il y a une portée, je dirais, didactique. Est-ce que l'objectif, est-ce que le livre soit peut-être imposé ou prescrit dans des écoles ou dans des universités? Monsieur Kemayou, Monsieur Jean Célestin, bon, voilà, l'inspiration. La question s'applique à vous. Je repasse la patate chaude au patron, à Jean Célestin et Djangué, c'est lui qui pourra mieux vous le dire. Notre souhait, je pense, n'est pas d'imposer quoi que ce soit, mais je crois que les idées, plus on les diffuse, plus elles grandissent. C'est-à-dire même quand on est égoïste, on comprend que quand on partage les idées, on agrandit encore les choses. On fait mieux, on fait plus grand, mais je laisse Jean Célestin répondre. Ok, merci. Alors, Louis Magloire, il a dit effectivement l'essentiel là-dessus. Je pense que on a cela en commun, lui et moi. On a du mal à être heureux tout seul. Et dans cette quête de partager, je pense que l'idée est d'abord de sensibiliser les gens à la cause des jeunes d'Afrique, mais des jeunes des Caraïbes. Encore une fois, on a la même histoire, on vit, en tout cas, ces jeunesses vivent les mêmes situations, les mêmes problématiques. Et si les gens sont sensibilisés à cette réalité, peut-être vont-ils commencer à changer un peu leur regard d'abord, parce que tout est d'abord une question de regard. Sartre disait que c'est l'autre qui me révèle qui je suis. C'est à travers son regard que je sais qui je suis. Et si on pose un regard différent sur ces jeunes, sur ces jeunesses-là, encore une fois, on parle des jeunes d'Afrique et des jeunes des Caraïbes parce que c'est la thématique du livre, mais on aurait pu tout à fait élargir, parler des jeunes d'Asie, parler des jeunes des États-Unis. Les problématiques sont exactement les mêmes, sauf qu'elles sont grossies quand il s'agit de l'Afrique et des Caraïbes, où effectivement, on a l'impression que la société est davantage désorganisée, moins à même de tendre la main à ces jeunes-là qui ne demandent que ça, en fait, parce qu'en fait, ils sont pleins d'imagination. Bien sûr qu'il y en a qui font des conneries aussi, on peut pas généraliser. Ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont pleins de bonne volonté, de créativité. Et ça, peut-être que ça dérange aussi beaucoup ceux qui sont bien assis, avec les pieds bien droits dans leurs bottes, et qui n'ont qu'une seule envie, qu'on ne les dérange pas. Il faut les laisser pantouflards là où ils sont, pour qu'ils continuent à mener leur petit bonhomme de vie comme ils entendent. Donc la question majeure n'est pas que ce soit dans les universités, ou si c'est le cas, c'est aussi bien, mais l'objectif prioritaire n'est pas cela, c'est de sensibiliser, d'écouter un peu ce que disent ces jeunes-là, d'aller voir ce qu'ils font. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a deux ou trois ou quelques-uns qui sont un peu à côté de leur pompe aussi, qu'on peut penser que l'immense majorité de ces jeunes-là sont des jeunes qui valent rien. Non, ils valent beaucoup et ils ont beaucoup à donner. Regardez Greta Thunberg, elle n'est pas africaine, elle n'est pas caribéenne, elle est jeune, elle est suédoise. Elle aurait pu aussi, si elle était africaine ou caribéenne, faire partie de ce livre-là, parce que son combat qu'elle mène pour la sauvegarde de notre environnement et la lutte contre l'urgence climatique est tout simplement formidable aussi. C'est un exemple aussi de cette jeunesse. Mais je parle d'elle. Je pourrais parler d'autres jeunes encore. À juste titre, vous allez bientôt, je dirais peut-être exposer ou présenter ce livre à un salon, qui est le premier salon virtuel de produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Alors nous avons avec nous Madame Armelle Ngouni, elle est là. J'aimerais lui poser une question. Alors bonjour Madame. Bonjour. Bonjour, bonsoir Madame.
Alors, Donc, comment vous avez bonsoir. décidé de créer ce salon? Et je dirais aussi, bon, peut-être, voilà, une question un peu, peut-être pour vous titiller un peu. Alors, avez-vous été inspiré par ce livre, voilà, ce livre collectif écrit par Jean-Sébastien Jenquet, celui Magloire Kemayo? Est-ce que vous avez lu le livre et vous avez peut-être été inspiré? Parce que c'est un livre qui porte sur l'Afrique et les Caraïbes, et du coup, vous faites aussi le premier salon virtuel, ce qui porte un peu la même thématique. Est-ce que Alors, vous avez... je vais commencer par me présenter. Je suis Madame Bouni Armel, CEO de la société événementielle Tam7. Alors, pour vous avouer, j'ai pensé à ce projet il y a de cela 2 ans déjà, sans avoir eu vent du livre. Alors, j'ai eu vent du livre quand j'ai proposé à Jean-Célestin de m'accompagner dans le projet. Il m'a dit, mais Armel, c'est comme si nos idées se rejoignent parce que il y a un livre comme ça qui existe et ce serait bien que tu y jettes un coup d'œil. Voilà. Donc, ça tombait bien parce que le salon que j'avais pris le temps de programmer, on va dire, d'organiser, je l'ai fait pendant 2 ans, j'y ai réfléchi, j'y ai pris du temps. Et c'est un salon dédié aux produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Alors, d'où m'est venue l'idée? Je vais vous avouer, ça va être un peu drôle. Parce que la première fois, je feuilletais Facebook comme tout le monde, hein, et je suis tombée sur une image qui m'a un peu bouleversée. Alors, moi, je suis originaire de la région de l'Ouest Cameroun. J'ai vu une vidéo sur Facebook où un chasseur d'épices était parti en Afrique, plus précisément dans cette région-là, et avait trouvé pour lui ce qui s'avérait une épice magique. Et voyez-vous, cette épice magique, c'était ce qu'on appelle chez nous le jujube, qui est un élément, on va dire, traditionnel et parfois même un peu mythique pour les habitants de cette région-là. Et ce chasseur d'épices occidental, je vais bien préciser, a réussi à ramener de la plus-value, de la valeur ajoutée à ce produit et à le vendre, je peux vous avouer, au gramme. Imaginez-vous, au gramme, il peut être vendu dans cette région de l'Afrique à, on va dire, 80 centimes. Et lui, il le vend à 25 €. Voilà, vous imaginez l'écart de prix parce qu'il a mis de la communication dessus, il a mis une plus-value et il a rehaussé les standards de ce produit-là aux standards occidentaux et il a réussi à vendre le produit. Ça m'a marqué et je me suis dit, waouh, est-ce que dans ma région, les mamans, les papas, les jeunes de cette région se rendent compte de la plus-value qu'on peut apporter aux produits de chez nous? Ça, c'était de 1. Et la deuxième chose, je suis allée en vacances en Afrique et j'ai trouvé un produit, je ne vais pas vous dire parce que je n'ai pas le droit, j'ai trouvé un produit qui pour moi, ne pouvait pas avoir une certaine valeur ajoutée qui, dans mon imaginaire, parce qu'il faut préciser, ne pouvait pas avoir une certaine valeur ajoutée au Cameroun. Et voyez-vous, au Cameroun, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont réussi à faire de ce produit un produit de luxe. Un produit qui peut rivaliser avec des produits partout dans le monde. Mais malheureusement, ils ne sont pas connus. Non seulement ils ne sont pas connus, mais ils n'avaient pas suffisamment il manquait du packaging, c'est-à-dire que dans le visuel, il manquait un peu. Il fallait faire quelque chose pour que le packaging soit au top. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, par curiosité en tant qu'entrepreneur, j'ai ramené le produit à Paris. Et je peux vous assurer qu'avec un petit packaging, et je voulais juste tester pour voir, je les ai vendus comme des petits pains. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans cette histoire. Nous, les jeunes Africains, les jeunes promoteurs, les jeunes entrepreneurs, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses à faire de nos produits et de nos services, mais on est un plafond de verre qui nous bloque parce que on n'a peut-être pas les bonnes... Le bon packaging, le bon copywriting, on n'a pas de la communication qu'il faut, on n'a pas suffisamment peut-être de formation pour pouvoir rehausser les standards de nos produits aux standards occidentaux pour pouvoir
conquérir les marchés qui nous tendent la main. Les marchés, quand je parle de marchés, c'est les marchés mondiaux, hein, ça peut être les marchés africains, ça peut être, ça peut être partout. Voilà, vous allez nous donner les dates de ce salon. Ça sera quand précisément ce salon? Alors, le salon, c'est les 26 et 27 novembre 2021 et ça se passe toute la journée de 9h à 19h. Voilà. Je crois que M. Cyril Kemeigne est avec nous. Je ne sais pas si... Kemeigne, bonjour monsieur. Bonjour. Cyril, il est là. Je ne sais pas s'il est en ligne avec nous. Bonjour monsieur Cyril Kemeigne. Il n'est pas là. Ok. Bon, en fait, on va continuer avec madame. C'était juste, pourquoi un salon virtuel alors? Est-ce que vous avez l'intention de le faire plus tard en présentiel? Oui, en Afrique ou même aux Antilles? Effectivement. C'est une première édition virtuelle. Il y aura une première édition également en présentiel, toujours à Paris. Et l'objectif, c'est de pouvoir se balader avec ce salon PSAO un petit peu partout. Voilà. Alors, et quelles sont les conditions pour y participer, ce salon? Alors, pour y participer, il faut déjà être soit une entreprise, soit un porteur de projet, parce qu'on a pensé à tout le monde. Il y a des personnes qui ont des projets bien ficelés, qui ont même des prototypes déjà bien établis. Donc, ils peuvent participer au salon. Il faut que le produit ou le service puisse avoir une certaine valeur ajoutée. Bon, on ne demande pas à avoir un certain standard parce que l'objectif du salon aussi, c'est de pouvoir, avec nos partenaires qui nous accompagnent, aider ces entreprises à rehausser leurs standards. Donc, ça veut dire que il faut quand même avoir une plus-value sur votre produit, mais on ne demande pas à avoir le top. Ça, c'est de deux. Et la troisième chose... Pardon? Oui, je vous écoute, oui, allez-y. Alors, et la troisième chose, c'est que, voilà, il faut avoir un produit et un service qui soit inspiré de l'Afrique et de l'outre-mer. Et il y a une particularité dans ce salon parce que les produits, ça passe, tout le monde peut le voir quand c'est inspiré de l'Afrique et de l'outre-mer. Mais en ce qui concerne les services, on a une petite particularité, c'est que on prend des services des afro-descendants, voilà, parce que bon, il y a quelqu'un qui m'a posé la question ici. Moi, j'ai une agence où je ne travaille pas uniquement pour des afros. Est-ce que j'ai droit au salon? Si vous êtes un afro-descendant, un africain, et que vous avez une agence événementielle ou un service, vous produisez un service qui peut aider la communauté, même si vous n'avez pas de la clientèle afro, on peut vous accompagner pour rehausser le standard de votre entreprise. Je suis sûr que M. Jean-Célestin Djanké et M. Louis Magloire Kemayou, peut-être dans d'autres ouvrages, se feront un petit bilan de façon littéraire de ce salon. Bien sûr, j'espère bientôt, ça sera peut-être pour bientôt. Alors, vous participez, je m'adresse donc à M. Jean-Célestin Djanké, M. Louis Magloire Kemayou, vous allez sûrement participer à ce salon. Quelle sera donc la place de la littérature dans ce salon virtuel? Bon, moi, je vais prendre la parole parce que lui, Magloire, quand il est du côté de Lomé, je ne sais pas s'il aura fait le déplacement pour être au salon, mais il peut participer à partir de Lomé puisque c'est virtuel, donc y compris en ligne, il peut le faire. Si la littérature a toute sa place, je crois que dans les animations et les manifestations qui sont prévues, il y a des conférences virtuelles, des présentations d'ouvrages, hein. Celui-là en particulier, Jeunes Africains et Caribéens, il sera présenté en virtuel, et c'est aussi l'occasion, justement, qui permettra de toucher aussi une bonne partie de la communauté afro-descendante qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve du côté de Cuba, qui se trouve... Voilà, donc le fait que le salon soit virtuel n'est pas du tout un frein ou quelque chose qui nous amène à minimiser l'importance de la manifestation. Au contraire, le nouveau contexte de vie socio-économique et même politique nous apprend qu'avec cette saloperie de pandémie, il faut se réinventer. Et se réinventer, c'est aussi justement maximiser maintenant la communication via le digital et le numérique, tout ce que cela implique, y compris des conférences, des dédicaces, des présentations d'ouvrages. Tout cela se fait aussi maintenant à travers justement
le digital et le numérique. Donc, effectivement, le livre, il sera bien présenté. Ça fait d'ailleurs partie comment j'allais dire, ça fait partie du contrat que j'ai avec Madame Armelle Mouni. C'est qu'on puisse également parler du livre, à côté de toutes les autres activités qui seront menées. Voilà. Alors, Monsieur Louis Magloire Kemayou, depuis le Togo, comme il a dit, vous allez participer aussi dans le virtuel, puisque c'est virtuel, la connexion et tout. Quelle sera votre participation depuis le Togo? Allô? Oui, bien sûr que mon intention est d'y participer. Je pense que la connexion telle qu'elle est actuellement me permet de prétendre à une participation sans difficulté. Donc, je ne manquerai pas d'y participer. L'autre chose, c'est que quand on parle souvent de l'économie et du développement du continent, le livre et la culture, de façon générale, n'y trouvent pas toujours leur place. Et c'est une bonne chose que l'on estime que les biens et les biens culturels, en l'occurrence, ont toute leur place dans la construction du développement et de l'économie du continent africain. Donc, à ce titre-là, effectivement, nous ne pouvons pas déserter une manifestation qui fait toute sa place aux livres et aux acteurs culturels. Donc, nous sommes peut-être des acteurs culturels, mais nous sommes des acteurs à part entière du développement du continent africain. Et c'est pourquoi je me ferai un devoir d'être présent pour participer à toutes les manifestations et à toutes les discussions qui permettront de développer les contributions des uns et des autres à l'épanouissement de la culture et au développement du continent africain de façon plus globale. Voilà. Alors, Monsieur Cyril Kemagne, j'ai reçu un message, il s'excuse, il a un énorme problème de connexion, voilà, il va très bien jusqu'aux 15 premières minutes. Bon, donc du coup, bon, il est excusé. Je crois qu'il a vous voyez que l'Afrique n'est pas en coupure. L'Afrique n'a pas ce problème de connexion Internet. Oui, depuis le Togo, vous n'avez pas eu de soucis. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est la technique. Hein, malheureusement, oui. Voilà. Alors, donc, voilà. Pensez-vous donc que votre ouvrage donc, a rapproché réellement les jeunes des Caraïbes et ceux d'Afrique? Bon, je pose la question à vous deux. Vous avez écrit l'ouvrage. Est-ce que votre ouvrage a rapproché la jeunesse africaine et la jeunesse des Caraïbes? C'est un des objectifs aussi, c'est permettre à ces jeunesses effectivement de mieux se connaître, parce qu'effectivement, elles partagent beaucoup de choses, pas toujours agréables, mais également des choses positives. Et l'idée, c'est effectivement qu'elles puissent se rapprocher. Alors, on a essayé de le faire déjà d'une certaine manière, puisque je vous ai dit que, pour ne pas le citer, Philémon Robert, qui est journaliste à France 24, a participé à cet ouvrage, au même titre que les Africains de l'ensemble du continent, si j'ose dire, et que ce soit en Afrique du Nord, qu'à l'Afrique subsaharienne, et même en Afrique de l'Est. Donc il y a cet effort-là, le fait même d'avoir fait ce projet en commun, en tout cas d'y avoir associé des gens aussi différents les uns que les autres, tout en partageant le même idéal pour les Caraïbes et pour l'Afrique, c'est déjà un premier pas. L'autre pas serait qu'effectivement, que ces jeunes des deux régions du monde, l'Afrique et les Caraïbes, puissent s'en approprier et puissent mieux se connaître, puissent mieux échanger leurs expériences, leurs joies et leurs peines, parce que je suis persuadé que, quelqu'un l'a dit, seul on va vite, mais quand on est plusieurs, déjà à deux, on va beaucoup plus loin. Mais justement, vous allez nous parler un peu de la méthodologie. Alors, comment ça s'est fait l'écriture? Voilà, il y a des personnes qui sont assez curieuses, qui voulaient savoir comment s'écrit un ouvrage collectif dans un contexte, je crois, de confinement et tout ça. Ok, alors, ça part d'abord d'un projet. Un livre, c'est d'abord un projet. J'ai dit ça parce que votre question est très intéressante et pertinente, parce que il y a beaucoup de gens qui me contactent, ils veulent écrire un livre, il n'y a pas de projet. Et ils pensent que je peux mettre ma tête dans la leur pour leur insuffler ou pour leur suggérer un projet. Non. Le livre est d'abord un projet d'écriture. Je prends souvent cette comparaison. Quand on veut bâtir une maison, on a le plan d'abord avant de bâtir la maison. On fait des fondations.
généralement, on termine par le toi. Le livre, c'est un peu la même chose. Il faut un projet, un plan. Ensuite, commencer l'écriture, si c'est un roman ou un essai, ou il y a des recherches à faire aussi. Mais dans le cas d'un livre collectif, il y a une difficulté supplémentaire. Les problèmes qu'on a soi-même à faire son livre sont multipliés par le nombre de personnes qui participent à l'ouvrage. En l'occurrence, ici, nous étions 13, non, 12, plus moi 13. Ça veut dire qu'il y a eu au moins 12 ou 13 problèmes à résoudre. Chacun a ses difficultés, son agenda, alors, il a fallu auprès de certains que je fasse le policier ou le gendarme pendant longtemps pour relancer, pour les amener à respecter les différents deadlines, les différents délais, parce que je dis c'est un projet, il y a un plan, et qui dit plan, dit planification, qui dit planification, dit qu'il y a des délais à respecter à chaque étape, depuis l'écriture jusqu'à la sortie du livre. Il y a plusieurs étapes à respecter. Et vous avez mis combien de temps? On a dû mettre un peu plus d'1 an et demi, je pense, un peu plus d'1 an et demi pour faire l'ouvrage, ouais. Et peut-être que la pandémie nous a un peu aidé à ne faire qu'1 an et demi, parce que ça aurait pu être plus long que ça. Ok, ben écoute, bon, je ne peux que vous dire merci et bravo aussi à vous et à Monsieur Jean-Louis Louis Magloire. Voilà, Louis Magloire Kemayou et tous ceux qui étaient donc sur ce Zoom, voilà, pour le salon virtuel, le premier salon virtuel des produits et services inspirés de l'Afrique et des Outre-mer. Voilà, donc on dit merci à Madame. Et avant de finir, on demandera à chacun peut-être si vous avez un petit message spécial à l'endroit de nos auditeurs. On va peut-être commencer par la dame et peut-être finir par Monsieur Jean-Célestin Njeke. Madame, si vous avez un petit message spécial à l'endroit de nos auditeurs. Alors, c'est juste de les inviter à participer à notre salon, hein, la première édition du salon PSAO, Produits et Services inspirés de l'Afrique et de l'Outre-mer. Je tiens juste à rappeler que c'est un salon où il y aura aussi de la culture, hein, parce qu'on est là pour valoriser la culture africaine et afrodescendante et ultramarine. Donc, n'hésitez pas à venir y participer, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'était Madame Amel Ingoumi. Alors, Monsieur Louis Magloire Kemayou, si vous avez un message spécial à l'endroit de nos auditeurs. Oui, le message, il est simple. C'est que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on voit beaucoup monter les extrémismes, que ce soit en matière de religion, que ce soit par rapport à la couleur de la peau, que ce soit pas... Enfin, il y a tellement d'extrémisme aujourd'hui qui s'expriment que mon souhait, c'est que les Africains et les jeunes Africains, en l'occurrence, ne se laissent pas piéger par cela. Parce que quand ils revendiquent leur identité culturelle, quand ils revendiquent leur patrimoine culturel, on a souvent l'impression qu'ils sont en train de faire de la concurrence avec d'autres personnes. Et même à l'intérieur de toutes nos communautés afrodescendantes, qu'elles soient africaines ou d'ailleurs, on se retrouve à dire que certains ont vendu d'autres ou que certains ne participent pas suffisamment au mouvement. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a un héritage que nous devons assumer avec beaucoup de fierté, c'est que le mouvement de la négritude a été un moment très fort de la réunification de toutes les couches sociales afrodescendantes. Et que ce patrimoine-là, on n'a pas le droit de le dilapider. Nous devons aujourd'hui bâtir tous les ponts qui permettent d'abord aux Africains à l'intérieur du continent de se sentir solidaires et puis au-delà du continent africain, d'avoir une communauté d'afro-descendants qui a un point de repère qui est naturel et biologique, c'est l'Afrique. Donc, j'espère, et c'était mon message, j'espère que ces jeunesses-là réussiront un challenge qui a déjà été initié par nos prédécesseurs, les Aimé Césaire, les Léon Gontran Damas et autres, et Léopold Sédar Senghor, pour ne citer que cela, qu'ils réussiront à faire mieux qu'eux. Parce que quand nous venons après des personnes qui ont ouvert un chemin, c'est pour améliorer ce chemin-là. C'est pour en faire une rue
enfin un boulevard, une avenue, mais si nous continuons de traverser ces rues-là pour les dégrader sans apporter une plus-value, sans apporter un mieux, sans valoriser ce qui a été fait avant, ce sera vraiment dommage. Donc, c'est vraiment un appel à une meilleure contribution, à une meilleure collaboration entre les différentes générations d'afro-descendants et pour une meilleure valorisation de la culture africaine, y compris dans les milieux où on parle plus de mondialisation économique et financière, où on peut trouver de la place pour les biens culturels. C'est mon message. Voilà. Monsieur Cyril Kemaï est excusé, on espère qu'on le retrouvera une prochaine fois, que la connexion sera beaucoup plus bonne. Alors, Monsieur Jean-Célestin Djanké, on va finir avec vous. Voilà, éditeur de l'ouvrage Jeune Africain caribéen face à l'avenir, entre aspiration, rêve et doute. Et nous avons eu aussi Madame Amel Ngouni, initiatrice du premier salon virtuel PSAO, salon virtuel des produits et services inspirés d'Afrique et de l'outre-mer. Alors, M. Jean-Célestin Djanké, on finit avec vous. Alors, moi, j'ai deux messages à passer. Le premier concerne ce salon, le salon des produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer, qui est une grande première. Et vraiment, je souhaiterais que la participation y soit massive, d'autant plus que c'est un salon virtuel. Donc, que toutes les animations via Zoom, tous les webinaires qui seront organisés, qui soient un vrai succès. C'est ce qui permettra aussi aux organisateurs de ce salon d'avoir du courage pour envisager avec optimisme la seconde étape qui sera, elle, en présentiel. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message concerne les jeunes africains et caribéens. Vous savez, alors nous parlons, plus de la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. J'ai dit plus de la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. Cette réalité est encore plus vraie en Afrique et dans les Caraïbes, où, en Afrique, 70% de la population en moyenne a moins de 25 ans. C'est aussi vrai dans les Caraïbes. Cette jeunesse, ou ces jeunesses-là, des Caraïbes et de l'Afrique, ont la même histoire. Ce continuum historique fait d'eux parfois des proies faciles. Quand vous regardez la plupart des coups d'État, la plupart des situations d'instabilité politique, la plupart des crises, c'est les jeunes qui payent le plus lourd tribut, souvent avec les enfants et les femmes. C'est intolérable. Regardez ce qui s'est passé encore récemment du côté de la Guinée. Pour que Alpha Condé puisse quitter le pouvoir, il aura laissé sur le carreau plus de 200 à 300 jeunes qui sont morts durant les événements de protestation de son troisième mandat. C'est inadmissible. On ne peut pas à la fois avoir une population qui est dynamique, enthousiaste, qui est créative, qui est, c'est vrai, parfois insaisissable, mais être insaisissable, ça ne veut pas dire être des démons. Elle est insaisissable parce que justement, elle a beaucoup à donner. Il faut que nous sachions lui tendre les bras, les mains, les oreilles aussi. Nous sachions ouvrir nos cœurs à ces jeunes-là, parce qu'ils représentent en fait l'avenir. Investir sur les jeunes africains et caribéens, c'est investir sur un développement des deux sous-régions pour le bonheur de l'humanité. Ok, ben on vous dit merci. Donc Lydia Antoine, directrice de la radio Passion Culturelle, Wilson qui est à la technique, et moi-même, c'est un petit animaux, on vous dit merci de votre participation. Voilà. Merci beaucoup à M. Jean-Célestin Djanké, M. Louis Magloire Kemayou et Mme Amel Ngouni. À très bientôt sur la radio Passion Culturelle. Notre rubrique, l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression l'été indien. L'été indien est une expression commune que vous avez sûrement entendue au moins une fois, mais connaissez-vous ses origines? Signification de l'expression l'été indien correspond à la période de l'automne en Amérique du Nord, où la température reste très agréable et les couleurs de la nature magnifiques. Origine et définition. L'été indien, traduit de l'anglais Indian Summer, nous vient du Canada.
On a tout d'abord commencé à entendre parler d'Indian Summer en Pennsylvanie à la fin du XVIIIe siècle. Ce thème a voyagé dans les régions de l'État de New York et de la Nouvelle-Angleterre vers 1798. Il aurait fait son apparition au Canada vers 1821. Bien entendu, le qualificatif indien est lié aux Amérindiens, les habitants originels de ces contrées. Cette appellation, attestée en 1778 chez l'écrivain franco-américain Saint James de Crèvecoeur, n'est pas certaine. Explication. Elle évoque cette période après le véritable été et avant les premières neiges, où il fait encore bon de profiter de la nature aux couleurs flamboyantes sous un soleil et un vent du sud qui maintient des températures très douces pour la saison. Le thème s'est répandu hors d'Amérique du Nord pour désigner une période pré-hivernale avec de beaux temps et des températures douces. Exemple, la nuit du 13 au 14, heureusement, très douce pour la saison, une vraie nuit d'été indien fut employée à relever les blessés. Guerre de la succession, Ferdinand Lecomte, 1866. En librairie, présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Masquelili, auteur Danny Loni. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obiteki. L'Afrique libre ou la mort de Kémy Seba. Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, notre collaborateur. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phoenix Jasmin, qui est aussi collaborateur sur cette émission. Trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Animaux. En entendant mon combat contre l'endométrio de Sylvie Jean Lavallée. Jeune africain et caribéen face à l'avenir de Jean-Célestin Edjenke, Philomène Robert et Louis Magloire Kemayou. Et bien d'autres auteurs. Enfin, Cannabis, un siècle de mensonges et d'hypocrisie de Pierre Mendel-Guy. Une virgule musicale maintenant avec notre ami Philippe Bonner dans le titre Awa remixé. Asamoye, Pavini, Pavini pour l'homme liberté, blada. Nous ça tout le monde la terre. A consa mofika, a consa nouye. Pavini volo, mon liberté. L'actualité du livre. Dans cette rubrique, écoutons ici le coup de gueule de l'écrivain franco-rwandais Gaël Fall sur la télévision France 5. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la bousculade, la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Voilà des siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race, aux couches métalliques de mon peuple, minerai inépuisable de roses humaines. Combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair? Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps, jonchant tes années de tiges mortes et de flaques de larmes? Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde. Mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, c'est maintenant au tour de Danny Loni pour son coup de cœur littéraire. Pour ce jour, elle nous parle du livre Femme 7 peaux par Monique Sévérin, paru aux éditions Lamentant en 2003. Écoutons Danny Loni. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Bienvenue pour un nouveau coup de cœur littéraire. Aujourd'hui, ma chronique est consacrée au roman Femme 7 peaux par Monique Sévérin, paru en 2003 aux éditions L'Harmattan. Monique Sévérin est une écrivaine française née à La Réunion en 1954 à Saint-Joseph.
L'auteure est co-rédactrice de la première édition du dictionnaire créole-français, paru aux éditions Océan en 1987 d'Alain Armand. C'est une romancière qui s'est engagée en tant que militante en faveur de la reconnaissance de l'identité réunionnaise. Elle évoque les réalités à se définir dans un monde bâtard et les tensions qui résultent d'une société plurielle qui n'ose s'affirmer comme réunionnaise à part entière. Le spectre de l'esclavage a laissé des traces destructrices dans les esprits, ce qui n'empêche pas d'accoucher d'un avenir plus prometteur. L'écriture est un moyen d'apaisement dans l'emploi du français, du créole et d'une troisième langue. Monique Séverin continue une quête identitaire à double entrée, entamée dans le cadre de travaux universitaires. Qu'est-ce qu'être femme? Qu'est-ce qu'être métisse? Elle a publié également un recueil de nouvelles, Némésis et autres humeurs noires. La quatrième de couverture de cet ouvrage. Une étrange vieille femme, aux yeux jaunes, hante les rues, les maisons, les esprits. Personne ne sait vraiment qui elle est, d'où elle vient. Ma mère la connaît depuis longtemps, ma grand-mère aussi. Son nom, c'est Rariane, à moins que ce soit Eva, Manjosi ou Madame Joseph. La folle, la mendiante, la sorcière, aurait-elle cette peau? Cette peau pour dire l'asservissement d'hier et celui d'aujourd'hui. Cette peau pour dire aussi les silences, les hontes et les dénis qui habitent la société de l'île. Cette peau pour dire encore à Zénia, je suis ce que je suis. Boue, larmes, sang, bêtises des hommes. Mais ces choses-là sont plus dures que galets de rivière. Et le petit peu de bonheur qui en sort, l'eau de roche, est plein de petits bonheurs. Zénia? À noter qu'en 2017, Monique Séverin reçoit prix et distinction dans la sélection Le prix du roman métis des lycéens. Les extraits, page 36. Une jeune femme élégante sort de chez Belle la Boutique, qui vous habille mieux pour plus cher, mais vous pouvez payer en 3 fois. Dans ces conditions, pourquoi vous priver des chaussures qui vont si bien avec votre tailleur semi-haute couture? Le chic de Paris, madame, rien que ça. Vous préférez ignorer la pointe d'ironie que vous avez cru voir briller dans les yeux de la vendeuse oreilles. Vous oubliez vos lèvres un peu fortes, votre peau un peu trop brune, et vous êtes la plus belle des femmes de France. Rien que 3 petites signatures que vous apposez avec un maximum de détachement et vous vous retrouvez sur le dallage de l'hypermarché, un tout petit peu perdu. Page 39. Dolène se meurt dans le beau pays de France. Dolène a froid. Sa belle peau noire est devenue grise, toute grise, comme la grise banlieue où l'a emmené Dadou. Dadou, il est toujours aussi gentil. Il a mis son oiseau des îles dans une jolie cage aux parois joliment tapissées. Plein de fleurs pour lui faire oublier qu'ici, il n'y en a pas 6 mois sur 12. Seulement voilà, elle n'a pas oublié. Il le sait. Il le voit à ses yeux qui regardent loin devant eux, à travers lui. La soie de sa peau à caresse et à baiser, est toute froissée, toute terne. Il n'ose plus la toucher sans permission. Il demande, il quémande. Page 72. Pourquoi vous sauviez-vous votre amoureux et vous? Pour ne pas mourir brûlé par la canne du maître, ma fille. Oui, pour ne pas mourir. Et pour vous donner l'espoir. Le maître, Madame Joseph? Mais qu'as-tu appris à l'école, ma fille? Que sais-tu à part citer le nom de tous les fleuves de France, de leurs affluents et des affluents de leurs affluents? La Loire prend sa source au mont Gerbier des Joncs, et Oualali, et Oualala. La voix de Madame Josette s'est faite cruelle, a enveloppé la leçon bien apprise d'une mélodie margose amère. Ah, ils sont beaux, tes ancêtres les Gaulois. Tu les as retrouvés sur ta figure, tes ancêtres les Gaulois, hein? Tu les retrouves le matin quand tu te regardes dans la glace? Mon sentiment sur cet ouvrage. Dès les premières pages du livre, Monique Séverin nous en dévoile le thème. Il s'agit de cette vieille femme aux yeux jaunes qui, l'auront compris les lecteurs, crie leur vérité aux habitants de l'île qui ne l'entendent pas toujours de cette manière. Dès que les gens l'aperçoivent, ils prennent leur distance. Lorsqu'il lui arrive de passer près des maisons pour quémander un peu d'eau, un peu de pain, la pauvre vieille mendiante est chassée, quelquefois durement, des villages. On dit que c'est une sorcière. Certains cultivent cette rumeur qui l'accable et pourtant. On sent bien la volonté de l'auteur à vouloir nous ouvrir les yeux par le biais de cet ouvrage sur ce qui se passe dans les mentalités des personnages que l'on croise en chemin au gré des pages.
C'est tout le cheminement d'une population qui a connu divers bouleversements au sein même de ses identités plurielles, qui se regardent mais ne se voient pas complètement. Dans ce livre, on retrouve diverses histoires et traditions réunionnaises qui marquent encore les esprits et les font revivre. C'est ce socle qui fait que ces insulaires en ont fait un endroit fabuleux. L'auteur nous fait découvrir sa région avec toutes ses composantes. Cette histoire est touchante et tellement conscientisante. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et de votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt avec grand plaisir. Alors pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour. Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Proverbe africain. Votre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur notre radio partenaire Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.ffpp.net. Et c'est dans l'émission Le JD Info chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Rendez-vous la semaine prochaine avec nos chroniqueuses de chroniqueurs Lydia Antoine, Lucrèce Taillot, Daniloni et Phénix Jasmin pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour entrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées émission Le Livre en question. Téléphone WhatsApp plus 33 06 26 31 36 77. La RPC, la radio Passion Culturelle, par mail contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. À très bientôt.